OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et je suis très heureux de vous accueillir pour le premier épisode de OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. Que vous soyez un ou une future salariée du groupe, un de nos clients ou même que vous nous écoutiez au gré de vos recherches sur les plateformes de podcast, vous allez en apprendre plus sur S2I et c'est la promesse de ce podcast. À chaque épisode, on répondra à une question sur un sujet comme la cybersécurité, le management, les ressources humaines, l'infrastructure et plus encore. On parlera de tout, avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Pour ce premier épisode, on va se poser une grande question, c'est quoi être ingénieur aujourd'hui ? L'origine du mot ingénieur vient du mot engin, mot créé au Moyen-Âge pour définir les constructeurs d'engins militaires. On les appelait alors des ingénieurs et ça vient aussi du latin ingenium qui peut se traduire par la faculté mentale qui permet de relier de manière rapide, appropriée et heureuse des choses séparées qui se manifestent dans l'aptitude à la synthèse. Pour essayer de répondre à la question c'est quoi être ingénieur aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir notre parrain, Olivier Journel, le directeur d'S2I Île-de-France. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être notre premier invité et je ne trahis pas de secret si je dis que tu es toi-même ingénieur. Je suis effectivement ingénieur spécialisé dans les télécommunications et puis ensuite docteur en physique. Pas mal. Voilà. Et directeur d'S2I Île-de-France. Et directeur S2I Île-de-France aujourd'hui, oui. On va parler ensemble des compétences d'un ou d'une ingénieure, de sa responsabilité dans notre société, mais tout de suite, on commence avec notre première partie. On va parler de l'ingénieur dans le monde. C'est parti. Alors Olivier, c'est quoi être ingénieur aujourd'hui ? C'est quoi être ingénieur ? Ou c'est quoi un ingénieur ? C'est quoi un ingénieur ? Déjà, c'est un homme. Que un homme ? Ou une femme. Ouais, quand même. D'ailleurs, il y a très peu de femmes en fait dans ce milieu, puisque grosso modo, il n'y a pas plus de 20% de femmes. Et c'est assez paradoxal, puisque la première, ou le premier plutôt, programmateur informatique est une femme. C'est une Anglaise, oui, qui a œuvré... autour de 1850, qui s'appelait Augusta Ada King, et c'est elle qui a inventé le premier programme informatique. Mais bon, revenons à ta question. Oui. Je pense qu'en une phrase, on peut simplement dire qu'un ingénieur aujourd'hui, c'est un acteur essentiel de l'évolution de la société. C'est lui qui participe, et il fait plus que participer, puisque c'est vraiment, je disais, un acteur, c'est lui qui agit concrètement pour transformer la société. Pour être plus concret, si on reprend les 100 dernières années, bon, on ne va pas revenir au début des écoles d'ingénieurs, juste comme ça pour l'anecdote, c'est les Ponts et Chaussées, la première école d'ingénieurs, qui date quand même de 1747. Donc c'est quand même un métier qui a quand même quelques années de vie. Donc si on reprend les 100 dernières années, jusque dans les années 70, 80, l'ingénieur est vraiment au cœur de la transformation de la société. C'est l'avènement de l'automobile, de l'aéronautique, du spatial, des trains, des machines à laver, et donc toute la transformation de la société. La transformation industrielle un peu. C'est la transformation industrielle effectivement, en général et plus largement, mais c'est l'ingénieur qui est l'acteur principal. Je dirais même que les acteurs qui sont les financiers ou même le commerce jouent un rôle relativement minime dans cette phase-là. Dans les années 80, on assiste à une transition progressive vers une nouvelle époque. Une époque qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la mondialisation, la globalisation, puisque jusque dans les années 70, je dirais que c'était assez pays par pays que les choses avançaient. Et puis là, on rentre dans l'ère de la mondialisation. C'est vraiment la finance et le commerce qui pilotent cette évolution de la société. À tel point d'ailleurs que si on regarde les ingénieurs, ça a commencé milieu des années 80, mais en 90 c'était très flagrant, les ingénieurs n'exerçaient pas leur métier, devenaient très rapidement des commerciaux ou des financiers. Et promo entière de gens issus des grandes écoles s'orienter vers la finance ou vers le commerce sans exercer leur métier. Sans exercer du tout leur métier d'ingénieur. Des écoles entières, c'était plus de 50-60% des gens qui sortaient n'exerçaient pas leur métier. Et ça, on l'a vu principalement dans les années 90.
Et une autre anecdote pour montrer quand même à quel point la finance avait une importance forte, c'est la bulle Internet début des années 2000, ou fin des années 90, où effectivement la finance avait pris un tel poids, sans derrière une réalité technologique forte, qui fait que effectivement ça a craqué. Je pense qu'actuellement on est plutôt en train de vivre un rééquilibrage des parties, donc commerce, finance, technique, simplement parce que cette mondialisation, on sent bien qu'elle est, bien sûr, il y a un aspect économique et financier qui reste très fort, mais derrière, c'est le pilier du numérique, le pilier de la transition énergétique qui font que cette évolution se réalise et qui sont des piliers essentiellement technologiques aujourd'hui. Et donc sans l'ingénieur, on n'ira pas beaucoup plus loin. L'ingénieur positionné dans la société, il y a eu des évolutions et des phases très différentes sur ces 100 dernières années. Voilà. Maintenant qu'on connaît un peu les origines justement des 100 dernières années de l'ingénieur et de sa position un peu dans la société, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on attend de lui exactement? On n'attend plus, je vais commencer par ça. D'accord. On n'attend plus, en mon sens, d'un ingénieur d'être isolé dans son bureau d'études ou son laboratoire. La caricature un petit peu de l'ingénieur? Probablement, oui. Quelqu'un qui passe son temps à trouver une bonne idée, à le concrétiser par un brevet. Et puis ensuite, c'est plus vraiment son problème. Son brevet est commercialisé ou non, mais là le commerce commence à intervenir, les financiers commencent à intervenir si effectivement on trouve des usages à son brevet. Donc les choses sont séquentielles, ça c'est ce qui s'est vraiment passé au XXe siècle. Ça c'était avant. On n'attend plus non plus qu'il capitalise un savoir-faire, qu'il accumule et sur lequel il enregistre ce savoir, qu'il fait progresser très lentement. Aujourd'hui, on attend d'un ingénieur qu'il gère des clients, que ce soit interne ou externe. Donc externe, c'est évidemment c'est l'usager, c'est l'usager de ces produits ou de ces services qu'il va inventer. Et puis en interne, c'est évidemment les financiers, le commerce. Et donc, il doit leur transférer un pouvoir à ces financiers et à ce commerce. C'est leur donner l'avance technologique qui va leur permettre effectivement de faire des gains financiers, de vendre et d'être au niveau de l'entreprise, une entreprise performante. Sans faire comme dans les années 80, sans prendre leur place et en continuant d'exercer son métier d'ingénieur. Bien sûr, il doit exercer son métier d'ingénieur, mais il doit savoir leur parler. Il doit être capable de comprendre ce monde de la finance et du business et d'y être totalement intégré. Ça nécessite pour ça d'ailleurs, puisque les choses avancent très vite aujourd'hui, de travailler dans un environnement où la vitesse et la réactivité sont primordiales pour l'entreprise. La performance aujourd'hui, c'est le délai. Un commercial ou un financier n'est pas intéressé par un produit qui arrive en dehors du marché. S'il n'arrive pas au bon moment, ça vaut rien. C'est pas intéressant. Voilà, ça l'intéresse pas. Donc un ingénieur doit comprendre le fait que cette notion de réactivité, de vitesse, d'adaptation par rapport au marché est un élément primordial. Bien sûr, il doit comprendre aussi que le développement de son produit, c'est aussi contraint par la sphère économique. Donc il doit gérer l'économie des moyens mis à sa disposition et il doit redéfinir, en mon sens, en permanence la chaîne de valeur qui va du démarrage d'un projet, de la mise en service jusqu'à l'usager. Et toute cette chaîne de valeur, il doit être capable d'y réfléchir en permanence et de voir comment adapter Il doit avoir une vue globale en fait. Il doit avoir une vue globale complète, donc aussi bien technologique qu'économique. Il doit avoir une grande capacité de synthèse, de vulgarisation, et puis une grande capacité une empathie certaine pour pouvoir vendre son produit de façon efficace. Ça, je dirais que c'est ce nouveau volet qu'il doit être capable de développer, c'est toute cette partie, on va dire, business, et il doit être complètement intégré dans le business. Bien évidemment, la partie technologique reste un élément essentiel. Il doit cultiver son expertise. Ça, il ne va pas faire un retour en arrière. Non. S'il n'a pas d'expertise, il ne va pas trouver de produit et il ne sert à rien. Voilà.
Par contre, c'est vrai que quand cultiver son expertise, c'est vraiment développer un savoir-faire collaboratif. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, les technologies sont complexes. Développer un produit avec un usage nécessite différents savoir-faire. Hein. Si vous travaillez dans la santé, il faut comprendre ce que c'est qu'un patient, ce que sont les occupations d'un médecin. Faut maîtriser son environnement avant de se lancer. Exactement. Il faut vraiment bien comprendre son environnement et donc avoir une certaine capacité à travailler avec les autres. Et travailler en réseau est un point fondamental. Et changer de mindset qui est, en mon sens, que l'autre n'est pas un rival, mais au contraire une source de savoir. Et en mon sens, ça c'est un point important. Ensuite, il doit apprendre en permanence. Les technologies évoluent très très rapidement, ça c'est une évidence, c'est une trivialité. Et pour ça, la seule façon de faire, c'est de se former, s'auto-former. Être curieux soi-même pour aller chercher les informations, pour aller chercher tout ce qui est nouveau. Excessivement curieux. Bon, je pense que la curiosité, c'est un basique pour un ingénieur, sinon je vois pas bien comment il va trouver quelque chose un jour, ou concevoir quelque chose. Mais effectivement, cette notion de formation en permanence, dans les années 80, on allait prendre des livres, on allait à la bibliothèque, on allait prendre des livres. Et maintenant, il y a des ingénieurs qui ont inventé Internet. Voilà. Vas-y, moque-toi de moi. Mais oui, tout à fait. Et donc sur Internet, ils doivent être capables d'aller lire en permanence, de se former, et ils doivent se remettre en cause en permanence et suivre ces évolutions de façon pertinente. On pourrait parler de vitesse de raisonnement. Ils doivent être capables, en mon sens, de traiter simultanément plusieurs voies de réflexion. Aujourd'hui, faire les choses séquentiellement, donc je teste ça, puis j'essaie ci, puis j'essaie ça. Les unes après les autres. Donc, les unes après les autres, ça c'est beaucoup trop cher. Ça prend beaucoup trop de temps et on n'est pas au bon moment sur le marché. Donc il faut être capable de travailler sur plusieurs sujets de réflexion, sur plusieurs hypothèses en même temps. Et il faut être capable de travailler hors silo. Aujourd'hui, on va parler des factories, des Fab Labs, des makers, des ateliers, etc., qui sont vraiment des lieux, en fait, qui sont des lieux où on rassemble des gens de compétences différentes. Donc être capable de travailler hors silo. Quand je dis silo, c'est vraiment avec les experts uniquement de son métier. C'est être capable de travailler hors champ, de travailler sur des ruptures et de prendre des risques. Et bien sûr de gérer ses risques, toujours en phase avec le financier. Il doit rendre les choses, on va dire, possibles. Oui. Donc les choses qui paraissent complexes, etc., il doit les rendre possibles par le biais qu'il veut, pas forcément avec ce qu'il a appris à l'école, par des biais qui ne sont pas forcément académiques, mais il doit arriver à proposer une solution possible. Il faut qu'il soit créatif. Il faut qu'il soit très créatif. Tu me parles de créativité, c'est vrai que c'est un point évidemment important. Et en mon sens, pour développer sa créativité aujourd'hui, il doit développer une culture, sa culture. Donc une culture à travers, en mon sens, des expériences différentes. Et quand on exerce le métier de consultant, et en particulier chez S2I bien sûr, on est amené à avoir des expériences différentes à travers les différents projets, dans des secteurs d'activité différents. Et ça participe à la créativité dans le sens où ça nous donne une culture de compréhension des différents enjeux et de pouvoir mixer toutes ces expériences pour pouvoir imaginer quelque chose de nouveau. Et l'expérience, c'est aussi peut-être travailler aussi hors France, aller à l'étranger aussi ? C'est évident qu'aujourd'hui qu'un ingénieur doit, ou devrait en tous les cas, travailler à l'étranger. Et donc maîtriser une autre langue, j'imagine, que le français ? L'anglais est un basique, le chinois est peut-être pas mal, l'espagnol n'est pas mal non plus. C'est ça. Mais oui, c'est évident qu'un ingénieur doit parler anglais couramment, doit être confronté à d'autres façons de raisonner. Un ingénieur allemand, un ingénieur chinois, un ingénieur américain ne raisonne pas de la même façon, n'aborde pas une problématique de la même façon. Et donc on apprend forcément en travaillant avec eux. Et la seule façon de travailler avec eux, c'est soit de travailler sur des grands projets internationaux, soit d'aller travailler directement dans ces pays et d'être émergé dans leur culture. Donc il doit gérer cet univers complexe dans lequel il est plongé. C'est un univers en plus qui aujourd'hui, non seulement d'être complexe, est souvent imprévisible, parce que c'est vrai que c'est très très difficile d'imaginer technologiquement et les usages de demain. Donc vivre dans le complexe, vivre dans l'imprévisible, c'est fondamental. Et les deux mots qui sont très à la mode aujourd'hui, qui sont adaptation et résilience, en mon sens, c'est deux mots qui vont très bien à l'ingénieur d'aujourd'hui.
Évidemment, on l'a bien compris, l'ingénieur a de nouveau une place particulière dans la société d'aujourd'hui. Il en a d'autant plus maintenant avec une responsabilité sociétale, parce qu'un ingénieur a forcément une responsabilité dans tout ça. Je disais en préambule que c'était un homme ou une femme, donc c'est effectivement son métier nécessite un sens de la responsabilité sociétale très très fort. Ouais. Je vous parlais des piliers du numérique et de la transformation énergétique. Ça a des conséquences notables sur la façon de voir l'évolution de la société de demain. Et l'éthique est au cœur de la réflexion de l'ingénieur aujourd'hui. Quand il conçoit un produit, il doit imaginer, il doit comprendre quelle influence cela va avoir demain sur le monde. Oui, j'imagine si on prend les exemples comme de la data ou du médical, par exemple. Le big data, c'est évident, ça fait peur à tout le monde. Donc c'est inéluctable qu'on développe ces technologies autour de la donnée. Ça devient effectivement une richesse très importante et un sujet important pour le financier et le commerce. Néanmoins, derrière, cela peut avoir des conséquences sur notre façon de vivre qui peuvent être très très importantes. C'est vrai dans le transport, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans tous les secteurs dans lesquels l'ingénieur a à concevoir un produit ou un service. Aujourd'hui, ça a une influence sur la société de demain. Donc l'éthique, en mon sens, c'est lui qui l'apporte. Je vous parlais d'un trinôme business, donc commerce, finance, technique. Je pense que parmi les trois, c'est l'ingénieur qui doit avoir ce rôle pour assurer un équilibre qui fasse que le monde de demain soit acceptable, soit humainement soit acceptable. Et donc il doit maîtriser, si je faisais une première conclusion, tous ces contextes culturels, tous ces contextes techniques, et puis tous ces contextes liés à l'impact humain de ses projets. En gros, moi, si je résume, j'ai l'impression qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui doit se poser beaucoup de questions. Oui, c'est évident. J'ai toujours pensé que la notion de doute était un outil essentiel dans le métier de l'ingénieur. Un ingénieur doit douter. Le doute qui fait avancer. Ça, c'est sûr. Le doute qui fait qu'il nous explique en long et en large que c'est pas possible, ça n'a pas d'intérêt. Donc effectivement, l'ingénieur doit avoir confiance dans son doute. Et à partir du moment où il a confiance dans son doute, il a là dans les mains probablement le moteur de créativité le plus puissant. Et puis de douter, effectivement, comme tu disais, ça permet de se poser des questions et donc de prendre suffisamment de recul pour assumer sa responsabilité dans l'évolution de la société, comme je le disais tout à l'heure. Et ça permet d'avoir comme adage de fond que tout ce qui est impossible aujourd'hui devient inéluctable demain. Un dernier mot pour conclure ? Oui, on peut dire un dernier mot, essentiellement d'ailleurs pour les jeunes ingénieurs, puisque je m'adressais plus particulièrement à eux. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont un champ des possibles extraordinaire devant eux et qu'ils doivent prendre le pouvoir face à la finance et face au commerce pour pouvoir avoir une transformation de notre société particulièrement agréable. J'espère que le message est passé dans toutes les écoles d'ingé si on nous écoute et qui viendront nous voir après. Merci beaucoup Olivier d'avoir été notre premier invité. Je le disais, tu es un peu notre parrain du podcast au KS2I, donc je suis très, très content de t'avoir reçu. Merci. J'espère que cette première vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez même nous mettre déjà une jolie note sur Apple Podcast, ça sera très apprécié. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, S2I_IDF. Partagez cet épisode sur LinkedIn et autres Twitter, ça nous fera plaisir aussi. Si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, communication-idf@s2i.fr, j'ai pas trouvé plus simple. Rendez-vous dans 15 jours, salut!